Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous sommes là pour vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Crise ukrainienne, soutien de l'OTAN et de l'Union européenne vers la co-belligérance. En tout cas, nous nous interrogeons. Crise ukrainienne, soutien de l'OTAN et de l'Union européenne vers la co-belligérance. En tout cas, nous nous interrogeons au cours de cette journée encore. Il faut rappeler d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a tweeté « Nous aidons l'Ukraine à résister sur son sol, jamais à attaquer la Russie. Vladimir Poutine doit cesser cette guerre et respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. » Fin de citation. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis le début de la guerre, plus de 40 milliards de dollars d'aide internationale militaire ont été versés pour soutenir le pays contre la Russie. Mais dans ces 40 milliards de dollars, les donations ne sont pas égales entre les pays, comme le révèle l'Institut de Kiel dans sa publication du 11 octobre 2022 sur les sommes versées entre le 24 janvier et le 3 octobre dernier. Eh bien, l'aide internationale en Ukraine, eh bien, les États-Unis viennent en première position avec 27,6 milliards d'euros, le Royaume-Uni avec 4 milliards d'euros, la Pologne avec 1,8 milliard d'euros, l'Allemagne avec 1,2 milliard d'euros et la France, bien sûr, bon dernier, avec 233 millions d'euros. Il faut préciser par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire, l'OTAN et surtout l'Union européenne soutiennent aujourd'hui l'Ukraine. Voilà pourquoi nous nous interrogeons finalement dans cette crise ukrainienne, soutien de l'OTAN et de l'Union européenne vers la co-belligérance. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batenguene. Il est justement sociologue, il est avec nous et surtout panafricaniste de la première heure. Jonathan Batenguene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ce sont des milliards de téléspectateurs, nous leur disons merci, merci pour la confiance. Le combat panafricaniste prend de plus en plus d'ampleur, nous avons des victoires qui s'engrangent et nous pensons que cet enchaîné ne va pas s'arrêter de sitôt. Il y a encore beaucoup de pays à libérer, il y a le Niger, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, plusieurs pays. Nous demandons à tous ces panafricanistes de se mettre au travail et de continuer le travail de terrain qui est le travail le plus important. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batenguene, encore ce matin. Eh bien, nous parlons de ce soutien de l'OTAN et de l'Union européenne à l'Ukraine. Nous dirigeons-nous, disons-le comme ça, vers la co-belligérance finalement? De plus en plus, l'hypothèse d'une guerre et d'une hécatombe nucléaire se profile à l'horizon de l'humanité. Il faut dire que si nous sommes partis depuis février 2024, février 2022, sur une opération militaire spéciale qui devait être circonscrite à certains objectifs que s'était assigné la Russie, c'est-à-dire la démilitarisation, ce qui supposait des frappes chirurgicales sur des infrastructures stratégiques du complexe militaro-industriel ukrainien, et la dénazification, c'est-à-dire la lutte âpre dans l'extinction et l'éradication des groupes ultranationalistes ukro-nazis pour Ukrainiens nazis. Aujourd'hui, nous assistons à une transformation du conflit. D'abord, à la deuxième phase, on a vu qu'il y avait une concentration du feu russe dans la libération des régions du Donbass, les deux régions autonomes devenues des républiques populaires, puis des continuités de la Grande Fédération de Russie avec le référendum il y a quelques jours. Aujourd'hui, on en est à la troisième phase. Laquelle troisième phase nous laisse assister à une transformation de l'opération militaire spéciale en opération antiterroriste sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine, avec des conséquences potentielles que cela augure, c'est-à-dire la mort du président de l'Ukraine, l'actuel président ukrainien, parce que à partir du moment où l'Ukraine était considérée comme un État ou bien une zone où exercent des terroristes, eh bien l'Ukraine devient pour la Russie un État terroriste. Oui. Et on a remarqué qu'en réponse,
les alliés de l'Ukraine, notamment l'OTAN avec ses patrons, les États-Unis, ont engagé un programme, non seulement parce qu'ils ont échoué dans l'isolement de la Russie, mais plus de stigmatisation de la Russie comme étant lui-même un État terroriste. D'ailleurs, c'est pourquoi, il y a de cela une semaine, le Parlement le Parlement de l'Europe, le Parlement de l'Europe, c'est la PCE, a reconnu la Russie comme la Fédération de Russie comme un État terroriste. Qu'est-ce qui est visé? Il faut que les gens le sachent. Oui. C'est que dans la taxinomie terroriste au niveau international, il y a un ensemble d'interactions qui finalement se mettent en place avec l'État en question. Si la Russie, et c'est ça l'enjeu pour les États-Unis, parce qu'ils savent que pour la question des droits de l'homme, c'est mort, ils ne peuvent pas utiliser le dossier des droits de l'homme pour attaquer la Russie, ils ne peuvent pas utiliser le Conseil de sécurité qui est l'organe responsable des résolutions et du maintien de la paix, donc de toutes les agressions qu'on a vues par le passé contre certains États, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils ne peuvent pas non plus déclarer la guerre à la Russie parce qu'il n'y a pas un casus belli qui justifierait cette guerre. Il leur reste une hypothèse, c'est de procéder exactement comme la Russie est en train de faire pour éviter la déclaration de guerre, c'est d'amener les nations du monde à considérer la Russie comme un État terroriste. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont engagé ce vote au niveau de l'Assemblée générale, qui est un vote qui est non contraignant, donc on ne peut pas prendre de résolution contre la Russie, mais qui permet de taxer la Russie d'État terroriste. C'est le début de la construction d'un type d'interaction belligérante contre la Fédération de Russie. Il y a effectivement un risque de co-belligérance qui se construit au fur et à mesure et les acteurs de plus en plus, comme on dit dans le langage de la boxe, les acteurs sont en train d'enlever les gants. Les acteurs sont en train d'enlever les gants. Donc finalement, la Russie aujourd'hui seule contre tous. Oui, et c'est même ce qui fait peur à l'OTAN. L'OTAN et ses alliés, parce qu'il n'y a pas que l'OTAN, il y a l'OTAN et ses alliés. L'Australie n'est pas membre de l'OTAN, la Nouvelle-Zélande pas non plus. Pourtant, c'est des partenaires de l'OTAN qui contribuent aux missions de la dite organisation. Alors, l'OTAN et ses alliés sont dans un affrontement via le territoire de l'Ukraine contre la Russie. Parce que dès le départ, on a vu la prise de Mariupol, c'était au mois d'avril. La prise de Mariupol, c'était une guerre mondiale sur un territoire localisé. On avait des instructeurs britanniques, des forces spéciales britanniques, des agents de forces spéciales britanniques, encore en service, pas des individus qui sont allés à la retraite, encore en service, qui se sont retrouvés sur le territoire des combats. Vous avez des gars qui venaient de Syrie, vous avez d'autres qui venaient du Brésil, ils étaient des militaires, des États-Unis, des Navy Seals qui étaient sur le territoire de l'Ukraine et des légionnaires de la Légion étrangère française qui, effectivement, combattaient aux côtés des groupes ukro-nazis, oui, des groupes néo-nazis ukrainiens comme Azov, le bataillon Azov, et qui ont tenu une résistance âpre face à la puissance de feu russe. On a vu que là, la Russie affrontait un bloc. Et on estimait à cette période-là qu'ils étaient 40 États qui ainsi avaient coalisé contre la Russie. 40 États qui apportent un soutien financier, une attrition économique contre la Fédération de Russie, apportent un soutien financier à l'Ukraine et apportent également à l'Ukraine un soutien militaire, tant au niveau de la formation que du matériel militaire de haute technologie. Pour bon nombre d'experts aujourd'hui, ils ne vont pas y arriver, sauf cas de troisième guerre mondiale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne vont pas y arriver, ce serait présumé. Une guerre, on connaît quand on tire la première balle, mais on ne connaît pas comment elle se termine et quand elle se termine. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans des spéculations. Aujourd'hui, la puissance de feu de l'armée russe est elle est indiscutable et elle est vraiment effrayante, parce que quand vous voyez les missiles calibre qu'ils utilisent pour comme ils disent, dénazifier l'Ukraine, les missiles calibre qui sont tirés sur le territoire de l'Ukraine
amène quand même à se poser beaucoup de questions sur la capacité de défense des pays qui sont en face. Oui. Parce que le premier calibre qui avait été tiré, je crois, dans la ville de Lviv, à quelques de 10 km de la frontière polonaise, il y avait un système de radar anti-aérien, anti-missile états-unien tout proche, oui. Et le radar n'aurait détecté le calibre que 19 secondes après son explosion. C'est dit que le temps d'une réflexion, on pourrait voir un pays pulvérisé. Et quand on sait que la Russie n'a pas que les calibres, il a un système avec les Kinzhal, qui sont des chasseurs, des missiles hypersoniques, et qu'à côté, il y a un système Poséidon qui accompagne toute sa flotte de sous-marins nucléaires. Et vous avez également les Sarmat 2, qui sont de redoutables missiles, dont un seul pourrait pulvériser toute l'Allemagne, suffirait à pulvériser toute l'Allemagne et toute la France, qui sont des pays relativement plus importants que la Grande-Bretagne. Donc, ça laisse quand même un peu interrogateur. Est-ce que ces gens, est-ce que l'OTAN aura la folie, parce que ce n'est même plus le courage, c'est de la folie, de pousser à bout la Russie dans l'utilisation de ces armes redoutables? Est-ce que l'OTAN sera assez folle pour le faire? L'OTAN ou les États-Unis? Parce que c'est la grande interrogation aujourd'hui. L'OTAN, il faut dire, les États-Unis, ils chassent en meute, c'est un peu comme des loups. Ils n'attaquent pas, même l'Irak. Hein. 90, le premier conflit irakien. La première guerre du Golfe. Désert, oui, tempête du désert. Opération tempête du désert. Il y avait toutes les puissances de l'OTAN. Il y avait l'Angleterre, il y avait la France, il y avait la Pologne, il y avait tous ces pays-là. Mais ils avaient échoué justement dans cette opération militaire. Oui, ils avaient échoué parce que à cette époque, Saddam Hussein avait un très bon soutien des Russes et les militaires, l'armée irakienne était la meilleure dans le Golfe Persique. On a vu également l'OTAN bombarder la Libye, c'était encore un collectif. On a vu la deuxième guerre du Golfe, c'était encore certains pays de l'OTAN, pas tous, mais certains pays de l'OTAN. On a vu en Syrie, c'était encore l'OTAN. Donc l'OTAN, les États-Unis n'arrivent pas à mener une guerre. Je crois que ça fait partie des leçons tirées de leur échec au Vietnam. Ils se sont dit qu'en agissant en coalition, ça augmentait leur capacité à dompter les ennemis. Quoique, quand vous faites le calcul, vous constatez que même après le Vietnam et après toutes ces coalitions, ils ont quand même décampé en Afghanistan et ils sont en très mauvaise passe au niveau de l'Irak. Donc, on ne peut pas dire seulement les États-Unis, c'est un bloc. C'est un bloc. Et, commandé par les États-Unis quand même. Commandé par les États-Unis, ça c'est beaucoup mieux comme ça. Mais il faut noter une chose, c'est que ce bloc se voit en situation hégémonique. Ce bloc pense qu'ils sont héritiers d'une tradition de contrôle des ressources et des êtres humains sur la Terre. C'est d'ailleurs au nom de ça qu'ils pensent ce qu'ils appellent le New World Order, donc le nouvel ordre mondial, et qu'ils envisagent des cultures qui n'ont rien à voir avec l'humanité dans le devenir de l'humain. C'est ce projet aussi qui est combattu par la Russie, parce que quand vous suivez les prises de parole du président Vladimir Poutine, oui, il essaie de remettre en question le conflit philosophique et idéologique qu'il y a entre la Russie d'aujourd'hui et l'Occident. Et dans cette remise en question idéologique de la Russie et de l'Occident, il y a aussi beaucoup de peuples qui s'y retrouvent. Par exemple, quand vous voyez la civilisation qui est menacée avec la culture LGBT, il y a beaucoup de peuples, notamment africains, qui ne se reconnaissent pas dans ce type de pratique. Les peuples asiatiques également. Donc, la grande majorité de l'humanité ne se retrouve plus dans cet Occident, pense que l'Occident est en train de se perdre. Et l'Occident, dans son échec idéologique, son échec philosophique, son échec culturel, trouve que cette guerre est une opportunité de se remettre en selle. Remettre en selle comment? Ce serait de briser la Russie. C'est d'ailleurs pourquoi ils disent que le conflit ne peut prendre fin que s'il n'y a plus une Russie et que le territoire soit partitionné. Donc il faut briser cette Russie, l'empêcher de lui tenir tête. Il faut à tout prix parvenir à une situation de mort, à une situation de guerre. C'est un peu ce que les anglo-saxons appellent des warmongers. Donc des entrepreneurs de guerre qui veulent à tout prix que cette guerre ait lieu.
Et vous pensez que demain après-demain, selon certains experts, et vous d'ailleurs qui êtes sociologue, que la Russie pourra être partitionnée au profit de l'Occident? C'est là le projet d'une partition de la Russie est parfois résumé par une phrase de Vladimir Medvedev, Dimitri Medvedev. Il dit imaginer un monde sans la Russie, c'est imaginer qu'il n'y aura plus de monde. Comprenez à quel point la phrase, l'expression est très courte, oui. Mais quand vous prenez cette phrase et que vous l'analysez, vous comprenez ce que ça signifie. Il ne peut pas exister d'une Russie partitionnée. Ça veut dire que le monde n'existe plus. Donc la Russie est prête, c'est quand même 5000 têtes nucléaires. Donc la Russie est prête, c'est le plus gros propriétaire de têtes nucléaires sur la Terre. J'insiste sur cette question, se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? La troisième guerre mondiale, elle a déjà commencé. Nous sommes dans une guerre mondiale. L'Ukraine, que les gens ne regardent plus, on dit le conflit en Ukraine, ça c'est pour faire poli. On a une guerre mondiale sur un territoire localisé. C'est l'invention du 21e siècle. Et c'est ce que, par exemple, la jeune française voulait reproduire au niveau du Mali, avec ces missions multinationales, oui, où on a les Européens qui sont en guerre, non pas contre les terroristes, mais de recolonisation de l'espace. Donc c'est une nouvelle façon de faire les guerres mondiales. On trouve un territoire sur lequel tout le monde trouve qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a pas d'intérêt direct, et on teste les nouvelles armes. Tout ce qui se fait aujourd'hui en Ukraine, et c'est d'ailleurs ça ce qui fait qu'il a toujours du soutien, ce monsieur, le clone sanglant de Kiev, monsieur Zelensky, c'est parce qu'il a donné son territoire comme l'autel de sacrifice populaire qui est en train d'être réalisé à l'occasion de cette guerre mondiale. Regardez les États-Unis qui ramènent des nouveaux armements. D'ailleurs, lui-même a dit, vous pouvez tester les nouveaux armements sur notre territoire. Mais quelle est cette proposition d'un chef d'État s'il est sérieux et s'il est responsable? Vous voyez que là, vous n'avez pas affaire à un être humain tout à fait bien constitué. C'est quelqu'un qui est inconséquent et qui donne son territoire pour des tests militaires. Donc vous avez les deux armées. Vous avez l'armée de la Fédération de Russie qui vient avec du matériel. Par exemple, les Iraniens ont envoyé des drones. Moi, je regardais encore, mais il faut être moins cynique. Quand les Iraniens envoient 1000 drones, ce n'est pas seulement pour aider la Russie. C'est aussi pour tester l'efficacité des drones parce qu'ils savent que les Israéliens ont envoyé le dôme de fer en Ukraine. Et ils veulent voir. Et vous avez vu que les Russes ont utilisé, par exemple, il y a quelques jours, les drones Shahed 101, mais sous la forme Orlan. Ils ont utilisé le Shahed 101 qui a été amélioré en Orlan, qu'ils se réapproprient comme étant leur drone. Mais le Shahed 101 a percé le dôme de fer 2. Dôme de fer 2. Donc, le tout dernier dôme de fer israélien. C'est un test pour la défense aérienne, iranienne, qui est en train de voir, en cas de conflit, ce qu'elle pourrait infliger comme dommage à l'État d'Israël. Et Israël en est conscient. C'est pourquoi Israël également met aujourd'hui beaucoup de moyens dans l'appui aux Ukrainiens et envoie également des mercenaires qui vont travailler à utiliser ce matériel pour voir quelles sont ses capacités de riposte en temps réel dans une guerre. Donc, on a un territoire qui est le champ d'expérimentation d'une guerre mondiale et qui est en fait le champ de déroulement d'une guerre mondiale. Nous sommes en plein dans une troisième guerre. Ce serait un peu cynique de notre part de reprendre le narratif. Pourrait-elle toucher les autres États européens? La peur domine, il faut le dire. Parce que nous parlons là quand même de co-belligérance. Vous savez, les mondialistes ont ceci de particulier. Oui. Ils sont très courageux quand les dangers sont très loin. Mais une fois qu'ils se sentent menacés, ils deviennent un peu plus raisonnables. Actuellement, les États européens, on a suivi Joseph Borrell tenir un discours il y a de cela 2 jours assez guerrier, mais il a eu une réponse de Dimitri Medvedev. Je vous donnerai même d'ailleurs la réponse de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, à Joseph Borrell. Il dit, vous avez dit quoi? Que si la Russie frappe l'arme nucléaire sur le sol ukrainien, vous allez détruire l'armée russe. Dans ce cas, si vous, l'Union européenne et l'OTAN, êtes courageux, forts et audacieux, donnez à l'Ukraine des missiles longue portée et que l'Ukraine tire même qu'un seul
missile sur le sol russe, vous allez accélérer le processus de vos vies inutiles. Détruire l'armée russe, c'est une question. Hitler l'a essayé le 22 juin 1941. Savez-vous ce qui lui est arrivé ensuite? Il me semble que vous, les Européens, vous avez une mémoire courte. Nous allons détruire l'Ukraine et vous tous, si vous le voulez, vos petites menaces des vieillards inutiles ne feront pas reculer l'objectif russe. C'est ça. Vous voyez que le risque et la question, le décor est très bien planté par l'ancien président Dimitri Premier ministre russe. Il est en train de dire quelque chose qui est clair. Oui. Si les Européens voulaient en arriver à une troisième guerre mondiale, ce serait l'extinction de plusieurs pays. Il faut noter que, par exemple, pour l'Angleterre, la Russie a déjà procédé à des simulations de destruction de l'Angleterre. Parce qu'ils disent, selon les experts russes, que le pays qui semble se dégager comme étant le plus russophobe, c'est l'Angleterre. Donc, c'est la cible numéro 1. Et comme cible secondaire, vous avez la France, l'Allemagne, la Pologne. Donc, ils ont également apprêté des missiles pour ces territoires-là. Oui. Et ils ont même déclenché le système de tir de missiles. Alors là, c'était vraiment effrayant parce que les Russes sont prêts à tirer sur 51 sites. Oui. Sur 51 sites. Et ils sont capables de tirer comme ça 200 missiles Sarmat. On parle de quelque chose qui se produirait dans l'espace de 2 heures maximum. 2 heures. Et aucune défense aérienne de ces pays n'est capable de riposter. Quand vous prenez donc 51, vous prenez le nombre de pays qui combattent la Russie aujourd'hui. Ils sont pratiquement 50. Ça veut dire que la Russie serait capable d'annihiler toute cette menace en très peu de temps. Mais l'hypothèse même de cette annihilation, ce serait l'auto-annihilation de l'espace humain. Parce qu'il y aurait une riposte quand même de ces pays. Nous ne voulons pas croire que frapper les États-Unis sur leur territoire, détruire même les États-Unis, ça garantirait à la Russie sa survie sur le plan militaire. Non. Parce que les États-Unis ont aussi des flottes, des sous-marins stratégiques qui sont aussi disposés à plusieurs endroits dans le monde et qui pourraient aussi envoyer des frappes de représailles. Donc, on pourrait rentrer là dans une auto-annihilation de l'espèce humaine. C'est pourquoi l'idée d'un conflit nucléaire entre l'OTAN et la Russie est une idée absurde qui ne peut être encouragée que par des personnes dotées d'un esprit machiavélique et même diabolique. Et si c'était l'objectif justement de l'Occident? Tout porte à croire qu'il y a un objectif là-dessus. Et M. Gross, mon frère, il y a quelque chose qui s'est passé en 2012. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu ça. En 2012, on nous disait qu'il y a la fin du monde. Et c'était un peu les shows d'un type de documentaire qui nous racontait, non, les Mayas, les crânes, les ceci. Mais c'est la fin du monde. Mais quand on creuse bien, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des corrélations possibles entre tout ça. Pendant cette période, en Espagne, on a construit des bunkers. En France, il y a des bunkers. En Allemagne, il y a des bunkers. Des bunkers anti-atomiques pour une extinction de la planète qui aurait pu être réalisée par le Soleil. Je ne sais même pas comment un bunker anti-atomique peut être utile si le Soleil nous brûle. Parce que si le Soleil venait à faire fondre tout sur la Terre, mais plus bas là-bas, il ferait encore très chaud. Donc, le mieux, c'est d'être à la surface. Mais si vous êtes là-bas en bas, ce serait un peu... Vous allez finir liquéfié par le magma. Donc, ils ont des abris anti-atomiques. Et quand vous regardez aux États-Unis, on en a construit plusieurs. Et quand vous regardez cette affaire de Davos, dans cette affaire de Davos, on vous parle de grand reset. Reset, ça veut dire qu'on veut ramener l'effacement. Oui, le grand changement. On veut tout changer. Oui. Mais tout ça devient cohérent. Ça veut dire que, en fait, ces acteurs, ces oligarchies criminelles d'Occident sont en train de pousser l'humanité vers un conflit nucléaire
Parce que leur porte de sortie envisagée, c'est d'aller se retrouver dans ces bunkers dont les places, en 2012, on nous le disait déjà, étaient en vente. Mais où les vend-on, ces places? C'est certainement dans des cercles auxquels ils ont accès. Donc, garder une population de 500 millions d'habitants sur la Terre. Ça pourrait être ça l'idée qui est derrière. Et on nous pousse, on nous pousse vers une guerre, pendant que tout le monde se dit, ah ben c'est une idée folle, ils ne vont pas y arriver. Et ils ont déjà tout prévu comme porte de sortie. Eh bien, pour nous, c'est quand même un moment de dire aux populations du monde qui nous écoutent, parce que nous savons qu'ils vont écouter. Le grand enjeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement que cette guerre, on n'y arrive pas. Mais c'est que nous devons nous assurer que ce que Klaus Schwab, que ce soit les Biden, que personne n'ait accès à un abri anti-atomique. Il faut que les peuples se mobilisent, les Macron, tous ces gens. En cas de conflit avec la Russie, peuple du monde, arrêtez-les seulement et maintenez-les dans des immeubles comme nous tous. Vous verrez qu'il n'y aura pas de conflit. C'est nous, les peuples, aujourd'hui, qui avons les responsabilités. Si nous mettons à dire ces gens ont peur, ils ont construit les conditions pour fuir, pour aller se mettre à l'abri. Et empêchons-leur simplement d'accéder à ces abris. Vous allez voir, il n'y aura pas de conflit. Et si jamais ces abris-là, vous les identifiez, le mieux, c'est de les détruire, contribuer à les détruire. C'est ce que nous pouvons encourager les populations parce qu'il n'y a que cette action subversive menée contre les pseudo-solutions qu'ils ont déjà trouvées en cas de conflit nucléaire qui pourraient les dissuader à arrêter ce plan machiavélique. Il y avait également des bâtiments marins de haute envergure qui étaient prévus et on nous disait justement que la fin du monde aura lieu le 21 octobre 2012. On se rappelle bien. Merci à vous, Jonathan Mabeng. Et comme par hasard, nous sommes au mois d'octobre 2022. Allez savoir 10 ans après. Merci d'avoir été dans notre ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes encore sur les plateformes numériques Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages et tout de suite vous aurez des notifications lorsque nous diffuserons. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.